En 1492, les navires de Christophe Colomb dérivaient dans la mer des Sargasses, lorsque soudainement, quelque chose d'horrible a commencé autour d'eux. Ce moment est devenu le début d'une multitude de questions. Colomb était-il le premier Européen à rencontrer des phénomènes étranges dans le Nouveau Monde? Depuis que le lien 19 a disparu sans laisser de traces avec son équipage, des rapports de phénomènes étranges continuent d'affluer de cette région jusqu'à aujourd'hui. Des pilotes et des pêcheurs rapportent des rencontres mystérieuses, peut-être avec des extraterrestres. Où se trouve donc la clé du mystère cachée sous le nom de Triangle des Bermudes? Beaucoup considèrent aujourd'hui le problème du Triangle des Bermudes comme une superstition ou une invention. Cependant, les témoignages des témoins oculaires confirment que des choses se produisent dans cette région qui échappent à notre compréhension. Pour beaucoup, le triangle des Bermudes reste simplement une figure géométrique au milieu de l'Atlantique, avec des sommets en Floride, à Porto Rico et dans l'archipel des Bermudes. Qu'est-ce qui rend cette partie de l'océan différente des autres? Selon les calculs des scientifiques qui étudient le problème du triangle des Bermudes, depuis 1945, plus de 1000 disparitions y ont été enregistrées. Non seulement des pêcheurs ont disparu, mais aussi des croiseurs, des avions privés et des paquebots, emportant avec eux passagers et équipages. Richard Weiner, auteur du livre Le Triangle diabolique, note que le plus grand mystère de cette région est la disparition du navire de guerre, les Cyclopes américains. Ce paquebot de 150 mètres de long et d'un déplacement de 19 000 tonnes a disparu pendant la Première Guerre mondiale, lorsque de nombreux navires utilisaient du charbon et que les diesels étaient rares. À bord se trouvaient 300 marins et officiers, en route de la Barbade britannique vers Norfolk, en Virginie. Le navire et son équipage ont disparu sans laisser de traces. Certains blâment la météo, car une rafale soudaine, qui n'est pas rare dans ces endroits, peut couler un navire ou un avion en quelques secondes. Cependant, d'autres pensent que des forces beaucoup plus sinistres agissent dans cette région. Le docteur Charles Berlitz, auteur du livre Le Triangle des Bermudes, a passé des années à vérifier presque toutes les théories expliquant la disparition de navires et d'avions dans cette zone. Dans le rapport de Colomb, il est mentionné qu'il était le premier homme à observer des objets étranges dans le ciel nocturne au-dessus de la mer des Sargasses. Nous ne pouvons que spéculer sur l'horreur, sans nom qui a envahi ses courageux compagnons perdu au milieu d'un monde inexploré et terrifiant. Dans le journal de bord de Christophe Colomb, on décrit les mêmes phénomènes mystérieux qui continuent de terroriser les pilotes et les marins osant s'aventurer dans le triangle des Bermudes. Les habitants des îles des Caraïbes et de Porto Rico ont rapporté à Colomb que de tels événements ne sont pas rares dans ces régions. Dans leurs légendes, on mentionne constamment des dieux célestes et des bateaux de feu vert qui volent dans le ciel et nagent sous l'eau. Disons, l'expérience personnelle de certains chercheurs confirme également des événements étranges. L'un d'eux partage: personnellement, je n'ai presque pas eu de contact avec les forces du triangle diabolique. Une seule fois, j'ai eu l'impression de voir un phare là où il n'y en avait pas. Néanmoins, il connaît des personnes qui ont rencontré ces forces en face à face. Elles ont vu des lueurs vertes émanant du ciel vers l'eau et se perdant dans l'abîme, et affirmé que c'était l'inello. Toutes ces histoires ne peuvent être comparées aux aspects les plus terrifiants du triangle des Bermudes. Les disparitions mystérieuses, les listes de navires disparus et les bateaux abandonnés, dissous dans le ciel. Chacun de ces événements rappelle les vies humaines qui se cachent derrière eux. Le cas de disparition d'avion le plus célèbre s'est produit peu après la Seconde Guerre mondiale, lorsque 5 avions de la marine des États-Unis ont disparu. Beaucoup pensent que cela ne s'est pas fait sans l'intervention d'OVNI. Cela s'est produit le 5e septembre 1945. Le groupe 19 a décollé pour un vol d'entraînement à 2 heures de l'après-midi, avec 5 pilotes et 10 membres d'équipage à bord. Le commandant était le lieutenant Charles Taylor, un pilote de chasse expérimenté avec une vaste expérience. Les avions devaient décrire un triangle au-dessus de la mer et revenir à la base dans 2 heures. Après avoir complété la première étape du vol, le groupe X9 a tourné vers le nord. Et là, les pilotes ont commencé à rencontrer des problèmes avec leurs instruments. Une voix a retenti dans le poste de pilotage: mes instruments sont devenus fous. Un autre pilote a confirmé: j'ai la même chose. Où sommes-nous? L'instructeur de vol, le lieutenant Robert Cox, a entendu ces échanges, mais pour une raison quelconque, les pilotes ne l'entendaient pas. Cox a appelé la base, et il s'est avéré qu'ils avaient complètement perdu le contact avec le groupe 19.
Les préparatifs pour les opérations de sauvetage ont immédiatement commencé. Les opérateurs radio sur la côte ont continué à recevoir des signaux des avions perdus jusqu'à tard dans la soirée. Puis, dans le poste de pilotage, les derniers émaux du lieutenant Taylor ont retenti. Ne nous cherchez pas, il ressemble à... Que Taylor a-t-il vu? Pourquoi a-t-il décidé qu'il ne valait pas la peine de les sauver? Selon le docteur Charles Berlitz, l'équipe de sauvetage était déjà dans les airs à ce moment-là. Mais ici, une nouvelle tragédie s'est produite. Le gigantesque Martin Mariner, avec 13 membres d'équipage à bord, a disparu des écrans radars. L'unité d'X9 et le Martin Mariner, ainsi que 28 personnes, ont disparu sans laisser de traces, comme s'ils avaient traversé une porte vers une autre dimension. Le docteur Berlitz affirme qu'une commission spéciale a attribué ces disparitions à des instruments défectueux, ce qui a conduit les avions à manquer de carburant et à s'écraser dans l'océan ouvert. Cependant, il est peu probable que les instruments aient pu tomber en panne sur 6 avions en même temps. Berlitz mentionne également qu'un des membres de la commission a plaisanté de manière peu joyeuse, disant que l'unité d'X9 semblait avoir décollé pour Mars. Peut-être n'était-il pas si éloigné de la vérité. Quoi qu'il en soit, les habitants du coin sud du triangle des Bermudes ne seraient pas surpris même par un martien. Certains scientifiques pensent que des extraterrestres de l'espace ont choisi cette région comme leur point de départ. Peut-être que la clé des disparitions se cache ici. Personne ne nie que des choses inexplicables se produisent dans le triangle des Bermudes. Mais quel est le lien avec les ovnis? Et en quoi leurs activités dans cette région diffèrent-elles de celles dans d'autres coins de la planète? Robert Denning, chercheur et analyste scientifique, note que l'activité des ovnis est observée à Porto Rico depuis longtemps. Il existe de nombreuses photos montrant des ovnis émergeant de l'eau et replongeant juste au large des côtes, en particulier près de la base américaine Roosevelt Road. Les militaires essaient de garder le silence à ce sujet, mais il est difficile de cacher des choses évidentes. À Porto Rico, il y a une belle montagne nommée El Hunc. On ne sait pourquoi, mais les ovnis semblent tourner autour d'elle. Denning et son ami, le célèbre chercheur N. Block, se sont rendus sur cette montagne. Et que découvrirent-ils? Il y avait une multitude de gardes de Walkinat Security, une organisation chargée de la sécurité de base telle que Groom Lake, Zone 50 et 1, Dreamland et Nellis dans le Nevada. Que faisait-il donc au sommet d'El Huence à Porto Rico? Des cas d'enlèvement par des extraterrestres ont également été signalés à Porto Rico. Comment sont-ils liés à des incidents similaires dans d'autres parties du triangle des Bermudes? Dans cette région, on s'est habitué depuis longtemps aux extraterrestres et aux cas d'enlèvement. Des rapports fréquents font état d'ovnis en forme de disque se déplaçant à la même vitesse dans l'eau et dans les airs. Richard Weiner, dans son livre Le Triangle diabolique, relate un incident concernant l'activité sous-marine des ovnis. Le conducteur de bateau John Carpenter a eu la chance d'assister à un spectacle fascinant. Il a observé 2 ovnis explorer l'eau à l'aide de rayons énergétiques. Des observations similaires ont déjà été rapportées par des témoins. Ce que Carpenter a vu confirme encore une fois que les ovnis traversent l'air et l'eau avec une égale facilité. Peut-être que ces rayons sont d'une manière ou d'une autre liés aux disparitions dans le triangle des Bermudes? Kenneth McCall, auteur du livre L'homme en tant que citoyen de l'univers, émet une hypothèse intéressante sur le triangle des Bermudes. Il suggère que les ovnis peuvent être si souvent observés dans cette région parce qu'ils y ont peut-être une base. Certains scientifiques estiment que des extraterrestres visitent la Terre depuis des millénaires, et certains vont même jusqu'à supposer qu'ils ont fondé une colonie ici. Selon une ancienne légende, l'Atlantide a disparu à la suite d'un cataclysme naturel et repose depuis 12 000 ans au fond de la mer. Peut-être était-ce réellement une colonie d'extraterrestres. McCall se demande si les extraterrestres n'étudient pas les humains en les observant depuis les profondeurs de l'océan, et s'ils n'ont pas parfois besoin d'échantillons pour leurs recherches. Il suppose que les enlevés pourraient se trouver dans des hangars souterrains, bien que ce ne soit pas nécessairement le cas. Ils pourraient être retenus dans des lieux qui ne ressemblent qu'à des hangars souterrains. Certains des victimes affirment que des militaires américains ont participé à leur enlèvement. Cela pourrait être vrai, mais il est également possible que les ravisseurs se soient simplement déguisés en militaires américains pour tromper leurs victimes. Dans le triangle des Bermudes, on observe non seulement des rayons lumineux ou énergétiques, mais parfois des phénomènes étranges sont accompagnés de brouillard ou de brume. Einstein a affirmé que le triangle des Bermudes est une porte vers une autre dimension spatio-temporelle.
Peut-être que la clé de cette porte se trouve à bord d'un ovni. George Winfield, rédacteur en chef du magazine L'Astronome, note qu'il traite de phénomènes interdimensionnels. Les recherches sur ces phénomènes sont menées depuis 1947, mais ils ont une histoire beaucoup plus ancienne. Le phénomène OVNI est très complexe et se compose de plusieurs aspects. Le journaliste et chercheur George Schnipp soulève la question de l'origine des ovnis. Il note qu'il n'y a pas de réponse claire à cette question. Certains pensent que les extraterrestres viennent d'autres dimensions, d'autres se réfèrent à des univers parallèles, tandis que d'autres croient que ce sont nous-mêmes, juste arrivés d'un avenir lointain. Schnipp s'interroge également sur l'existence de témoins qui auraient franchi cette barrière et seraient revenus. Selon les experts, le nombre croissant de témoignages indique que des milliers de personnes ont été à bord d'OVNI. Ces messages résonnent avec des cas d'enlèvement dans le triangle des Bermudes. L'apparition d'OVNI dans cette région est souvent accompagnée d'observations de faisceaux d'énergie. Et certains témoins rapportent également un brouillard verdâtre. Charlotte Berlitz raconte un incident impliquant Chuck Wakely, un pilote de Miami. Après avoir terminé un vol charter à Nassau, il rentrait à Miami lorsque le ciel fut soudain enveloppé d'un brouillard verdâtre lumineux, si dense que la visibilité était nulle. Wakely remarqua que ses instruments avaient cessé de fonctionner et il fut contraint de se déconnecter du contrôle. Peu après, le brouillard disparut et le vol se poursuivit normalement. Les disparitions dans le triangle des Bermudes pourraient être liées à des enlèvements. Examinons le cas du vol 401 de la National Airlines. L'équipage demanda une vérification temporaire à Miami et les horloges sur le tableau de bord étaient en parfait état. L'avion suivait exactement l'horaire. Plus tard, le copilote se souvint qu'à ce moment-là, la cabine était enveloppée d'un brouillard verdâtre. Mais sinon, tout allait bien. Cependant, à l'aéroport de Miami, l'appareil 727 disparut soudainement de l'écran. Le contrôleur aérien déclara immédiatement l'alerte. Et au bout d'une minute, la garde côtière était mise en alerte, tandis qu'à l'aéroport, on se préparait au pire. L'hôtesse de l'air fut surprise d'avoir pu accomplir un travail qui prend normalement 10 à 12 minutes en seulement 3 minutes. Le copilote remarqua que le brouillard vert autour de l'avion disparut soudainement et le ciel devint absolument clair. Précisément 10 minutes après la disparition de l'appareil 727, il réapparut à l'écran. Des recherches ultérieures montrèrent que l'équipement de bord était en parfait état. L'appareil 727 atterrit sans encombre à Miami. L'équipage observait avec perplexité les équipes de secours prêtes à intervenir. Les pilotes ne pouvaient pas croire que l'avion avait été retardé de 10 minutes. Lorsqu'ils commencèrent à comparer leurs montres, il s'avéra que toutes les montres à bord étaient en retard de exactement 10 minutes. Qu'est-ce que le brouillard vert? Peut-être est-ce une porte vers une autre dimension. Le capitaine Don Henry, qui revenait de Porto Rico avec 25 000 tonnes de cargaison, en sait plus que quiconque à ce sujet. Ce jour-là, la météo était magnifique et il se reposait dans sa cabine lorsque soudain, l'électricité commença à faiblir. Ils vérifièrent tout. Les générateurs, les interrupteurs, les disjoncteurs, tout était en ordre. Cependant, sur le pont, quelque chose de bizarre se produisait. Toute la barge était enveloppée d'un brouillard étrange. Décidant de vérifier ce qui se passait, le capitaine descendit et se heurta à l'inimaginable. Avec 25 ans d'expérience en mer, il n'avait jamais vu de telles rafales étranges. Soudain, tous les instruments sont tombés en panne. Le compas, la radio, le radar, tout est parti en vrille. Au début, ils avaient seulement peur pour la cargaison, mais bientôt, la peur pour leur propre vie les a envahis. Malgré les puissants moteurs diesel, la barge ne pouvait pas bouger. Quelque chose les retenait. Lorsque la tempête s'est enfin calmée, ils ont activé le pilote automatique et sont allés inspecter les dégâts. Sur le pont, le capitaine a vu quelque chose qui lui a donné des frissons dans le dos. Leur corde pendait simplement dans l'air, et à l'autre bout, il n'y avait rien. Lorsqu'ils l'ont tirée, elle était chaude, et son extrémité n'était pas usée ou cassée, mais semblait avoir été coupée. Dans l'air, une force anormale était clairement perceptible, et le matériel de fixation pouvait brûler. Le capitaine Henry pense qu'ils ont eu de la chance de rentrer chez eux vivants. La corde pendait simplement dans l'air, et la barge avec sa cargaison, selon lui, semblait s'être évaporée. Peut-être que cela a un lien avec des extraterrestres, Zap? Cette hypothèse pourrait expliquer les événements étranges dans le triangle des Bermudes.
Il est probable que les navires et les avions disparus aient été capturés par des ovnis. Mais peut-être y a-t-il d'autres explications. Peut-être que des phénomènes naturels banals ou quelque chose de plus horrible que des ovnis sont à l'origine des disparitions. En étudiant le triangle des Bermudes, les chercheurs rassemblent de plus en plus de témoignages indiquant une possible implication d'extraterrestres dans les disparitions. Cependant, est-ce vraiment le cas? Certaines zones de l'océan semblent avoir la capacité d'absorber rapidement des objets. Étrange mais vrai. Aucun débris des navires et avions disparus dans le triangle des Bermudes n'a encore été trouvé. Certains affirment que ces navires étaient nécessaires aux ravisseurs intacts. Une fois par an, quelqu'un signale inévitablement la découverte de débris de bombardiers disparus. La dernière fois, c'était des sauveteurs de Fort Lauderdale qui ont déclaré avoir trouvé 3 ou 4 avions qui auraient fait partie de l'escadrille 19. Cependant, après une petite enquête, le capitaine Henry a découvert qu'après la guerre, de nombreux avions de ce type s'étaient accumulés à la base de Fort Lauderdale, souvent démontés pour pièces pour d'autres machines. Pour se débarrasser des débris, ils étaient chargés sur des navires et jetés par-dessus bord dans l'océan ouvert. Ils pensent que les avions trouvés ont ainsi fini dans l'océan. Mais si des extraterrestres capturent vraiment des navires, pourquoi cela se produit-il uniquement à un endroit sur la planète? Des choses étranges se passent non seulement dans le triangle des Bermudes. Un endroit similaire existe au large de la côte est du Japon, connu sous le nom de mer du Diable. Si l'on perce un puits au centre du triangle des Bermudes, à travers le noyau de la Terre, on se retrouvera finalement dans la mer du Diable. À propos, dans ces deux endroits seulement, la boussole indique le nord géographique et non le nord magnétique, comme dans le reste du monde. Cela signifie-t-il que nous sommes proches de résoudre le mystère du triangle des Bermudes? Le docteur David Jacobs, auteur du livre Les problèmes des ovnis en Amérique, note que malheureusement, nous ne savons pas encore grand-chose. De nombreux faits ont été accumulés, mais ce problème est resté toujours clos. La question de l'objectif des enlèvements reste ouverte. Cependant, les chercheurs sont convaincus qu'ils sont proches de la solution. Au cours des dernières années, ils ont été inondés d'une masse d'informations et de faits qui ont permis de progresser considérablement dans la compréhension de ce phénomène. Un des chercheurs déclare: Je pense que dans les prochaines années, nous résoudrons non seulement le mystère du triangle des Bermudes, mais aussi celui des ovnis en général. Des milliers de navires et d'avions disparus n'ont laissé aucune trace sur Terre. Peut-être qu'un jour nous saurons qui se cache derrière les mystérieuses disparitions et les phénomènes anormaux qui se produisent dans cette partie de l'océan mondial. Mais pour l'instant, le phénomène inquiétant du triangle des Bermudes demeure un mystère non résolu dans les pages des journaux sur les ovnis. Certains scientifiques avancent l'hypothèse que la grande pyramide de Gizeh a été construite bien avant les premiers pharaons. La question des dalles de granit sacré situées en son cœur reste ouverte. Qui les a installées là et pourquoi? Les chercheurs suggèrent que les pyramides de Gizeh pouvaient servir de phare pour les extraterrestres, leur indiquant le chemin vers le cosmodrome dans le désert du Sinaï, dans le corridor, à la fin du désert cosmique. Les découvertes récentes dans le domaine de l'astronautique confirment l'existence d'un lien entre les pyramides égyptiennes et martiennes. Peut-être que notre véritable patrie est Mars. Les ufologues estiment que les clés des mystères de la Grande et de la pyramide d'Égypte peuvent être trouvées dans l'espace, et que les anciens Égyptiens en étaient conscients. Les débats sur les pyramides égyptiennes se poursuivent depuis des milliers d'années. Ni les anciens, ni les scientifiques modernes ne parviennent à un consensus sur la manière et par qui elles ont été construites. Et surtout, pourquoi? Selon la version officielle, ce sont des tombes pour les pharaons, construites par les Égyptiens vers 2500 ans avant notre ère, à l'époque de la 4e dynastie. Cependant, cette version suscite des doutes chez beaucoup. Certains scientifiques estiment que les anciens Égyptiens n'auraient pas pu construire de telles structures massives. Si ce n'était pas eux, qui donc? Les archéologues affirment qu'il y a 4000 ans, les Égyptiens non seulement vénéraient le soleil, mais croyaient également en des êtres célestes qui descendaient sur Terre pour donner aux hommes des connaissances. Il est possible que ces divinités soient d'une manière ou d'une autre liées aux pyramides. Les questions sur le lien entre les pyramides et les récentes découvertes sur des planètes voisines restent sans réponse. Peut-être qu'un même architecte se cache derrière toutes ces constructions. Et si c'est le cas, les anciennes pyramides aideront-elles à résoudre le mystère de l'apparition de l'homme sur Terre? Pour l'instant, ces questions ne sont que des questions.
En l'absence de preuves réelles, les pyramides à la lisière du désert égyptien ne sont que trois énormes tas de pierres. Les plus grandes d'entre elles sont les pyramides de Khéops, ou simplement la Grande Pyramide. Les scientifiques modernes estiment qu'en termes de mathématiques, de physique et de bon sens, les Égyptiens n'auraient pas pu construire cette grande pyramide de Khufu. Et pourtant, elle se dresse devant nous, 42 étages de hauteur, occupant une superficie équivalente à 10 terrains de football, habilement assemblés à partir de blocs de pierre pesant entre 2 et 10 tonnes. Avec une telle quantité de pierre, on pourrait construire 35 bâtiments de type Empire State Building, et il resterait encore de quoi faire quelques immeubles de 9 étages. La pyramide est orientée strictement vers le nord et possède une architecture unique. Comment les anciens Égyptiens ont-ils pu construire une structure aussi complexe avec leurs outils primitifs? Il est possible que nous ne sachions tout simplement rien des véritables bâtisseurs de la pyramide. Pendant longtemps, tous les manuels ont répété la version de l'historien grec Hérodote, qui, au 5e siècle avant notre ère, après avoir visité l'Égypte, a écrit que la grande pyramide avait été construite en 20 ans par des équipes de 300 esclaves se succédant les uns aux autres. Mais est-ce vraiment le cas? L'ingénieur Ron Charles souligne: pour construire une telle machine en 20 ans, il faut poser sous 10 tonnes de pierre toutes les 3 à 5 minutes, et ce, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, nous n'avons pas de telles technologies. Et la pose des pierres n'est qu'une partie du problème. Comment les Égyptiens ont-ils pu transporter d'énormes blocs de pierre depuis la carrière jusqu'au chantier des pyramides? Chuck Missler, ingénieur et astronome, évoque la version populaire au cinéma selon laquelle les pyramides étaient construites par des centaines de milliers d'esclaves. Il qualifie cette théorie d'absurde. Rien de plus stupide ne peut être imaginé. David Thiolin, auteur du livre Le signe et le témoignage, ajoute que les Égyptiens de la 4e dynastie n'étaient pas connus pour leur bellicisme, et même si cela avait été le cas, ils n'auraient pas pu rassembler un tel nombre d'esclaves. Avec une telle pénurie de main-d'œuvre, il était impossible pour les Égyptiens de construire les pyramides, même en utilisant des dispositifs complexes pour transporter la pierre, affirme-t-il. De plus, les égyptologues ne savent toujours pas quel dispositif était précisément utilisé. Parmi les scientifiques, il existe deux principaux camps. Certains estiment que des rouleaux étaient utilisés pour la construction, d'autres des rampes inclinées. Grégory Perrou, architecte, note que les partisans des rampes soutiennent que les pierres étaient élevées, le long d'une rampe inclinée d'une longueur d'1,5 km. Cependant, il souligne que construire une telle rampe serait beaucoup plus compliqué que la pyramide elle-même. Et puis, comment les Égyptiens ont-ils pu se débarrasser de 2500 tonnes de déchets de construction? S'interroge Pérouse. Il examine également la théorie selon laquelle les Égyptiens pouvaient glisser des rondins sous les blocs. Cette théorie semble raisonnable, surtout si l'on ne prend pas en compte certains facteurs vitaux, dit-il en soulignant qu'à l'époque, seuls des palmiers dattiers poussaient en Égypte, qui servaient de source de nourriture, et il est peu probable que les Égyptiens aient choisi de les abattre. De plus, pour livrer 25 millions de rondins, une flotte serait nécessaire, ce que l'Égypte n'a jamais eu. Il est absolument impossible de transporter des blocs dans des rouleaux en bois sur une route en pierre, ajoute-t-il, en soulignant qu'avec un tel poids des blocs, il ne resterait rien après quelques centaines de mètres des rouleaux. Malgré cela, les explications traditionnelles sur l'origine des pyramides demeurent inchangées depuis des siècles. Peut-être est-il temps maintenant de changer cela? S'interroge Pérouse, notant l'écart évident entre les théories et les faits. À l'époque de la construction des pyramides, des sciences telles que la géologie, les mathématiques et l'astronomie connaissaient leur apogée. Nos technologies ne nous permettent pas de construire quoi que ce soit de semblable, dit Greg Nelson, auteur du livre La puissance des pyramides. Il n'exclut pas la possibilité que d'autres civilisations aient aidé les Égyptiens dans la construction des pyramides, peut-être même des êtres d'autres systèmes solaires et galaxies. Si la pyramide a été construite par une race extraterrestre de vagabonds cosmiques, quel est donc le but de ces géants? S'interroge Nelson. Certains scientifiques pensent que la réponse réside dans la base et l'orientation de la pyramide. Il est peu probable que les Égyptiens savaient ce que nous savons aujourd'hui sur la géologie, note-t-il en soulignant qu'il est incompréhensible comment ils ont pu construire une si énorme structure sans fondation adéquate. En théorie, elle aurait dû s'enfoncer dans le sol,
ajoute-t-il, en soulignant que les ingénieurs modernes prennent en compte un affaissement de 15 centimètres pour des bâtiments de plusieurs étages sur une période de 100 ans, tandis que la Grande Pyramide, pesant 5 tonnes et demie, s'est enfoncée de seulement 4 centimètres en 5000 ans. Cette merveille d'ingénierie indique que des architectes inconnus non seulement désiraient que la pyramide dure éternellement, mais savaient également comment y parvenir. De plus, les ingénieurs modernes sont frappés par le fait que les ancêtres anciens ont réussi à rendre les murs parfaitement droits. Dans la construction moderne, un écart de 25 centimètres sur 12 mètres est considéré comme un énorme accomplissement, tandis que les murs de la Grande Pyramide sont construits avec un écart d'environ 1,5 cm. Selon Gonigonde, auteur du livre Stonehenge et la Grande Pyramide, les technologies modernes ne peuvent pas garantir une telle précision que celle atteinte par les bâtisseurs de la Grande Pyramide. Ces anciens architectes possédaient des connaissances phénoménales en astronomie. Ils comprenaient la durée d'un jour et d'une année, connaissaient les moments des équinoxes et réalisaient que la Terre avait une forme sphérique, ce qui leur permettait de calculer la latitude et la longitude. Anthony Hilder, écrivain et théoricien, souligne l'incroyable orientation géographique de la Grande Pyramide à Gizeh. Ces murs sont strictement orientés du nord au sud et de l'est à l'ouest, avec un écart par rapport au vrai nord de seulement 3 minutes. Hilder se demande comment les habitants du monde ancien ont pu déterminer le vrai nord, alors que les Européens ont débattu pendant des siècles pour savoir si notre planète était plate. Les Égyptiens, ou leurs mentors, calculaient déjà la latitude et la longitude sur la surface sphérique de la Terre il y a 4000 ans. Richard Hoagland, auteur du livre Monuments martiens, affirme que deux découvertes scientifiques récentes contredisent dans les conceptions traditionnelles selon lesquelles les pyramides égyptiennes servaient de tombes pour les pharaons. La première découverte concerne des échantillons radioactifs et de radiocarbone qui ont montré que le sommet de la pyramide est plusieurs milliers d'années plus ancien que sa base. La seconde découverte est liée à du sable radioactif trouvé au centre de la pyramide, dans les chambres derrière la chambre funéraire royale. Ces deux faits, selon Hoagland, s'expliquent bien l'un l'autre et peuvent indiquer la présence de technologies qui étaient familières aux bâtisseurs de la Grande Pyramide. Il existe également des hypothèses sur des voyages interplanétaires et la présence d'extraterrestres. Certaines scientifiques expriment l'opinion qu'à l'intérieur de la Grande Pyramide agit une puissante énergie noire, qu'ils appellent la malédiction des pharaons. David Davis, écrivain et historien, note que la malédiction des pharaons a d'abord touché deux Anglais, Howard Carter et Lord Carnarvon, qui en 1920 ont exploré la tombe de Toutankhamon. Parmi les artefacts, ils ont trouvé une tablette avec une malédiction, avertissant de ne pas troubler le repos du pharaon. Bien que cela n'ait pas effrayé les scientifiques, leurs assistants locaux ont pu paniquer et fuir, cachant la tablette. Cependant, peu après cela, 3 douzaines de personnes participant aux fouilles sont mortes. Carnarvon et Carter s'apprêtaient à ouvrir la momie, lorsque le premier tomba soudainement malade et mourut peu après d'une maladie inconnue. Au moment de sa mort, l'électricité s'est coupée dans tout le Caire. L'Américain Carter Mace, qui a retiré le dernier morceau de mur bloquant le passage vers la tombe, est également mort avec les mêmes symptômes, fièvre et coma. Après que Carter a montré la tombe à son ami George Good, ce dernier s'est réveillé avec de la fièvre et est rapidement décédé. Archibald Douglas, qui a été le premier à réaliser une radiographie de la momie, est mort à bord d'un navire revenant en Angleterre. Les chercheurs du phénomène de la malédiction des pharaons affirment que le célèbre médecin et biologiste Izzuddin Taga a découvert dans la tombe un ancien champignon microscopique qui aurait pu y rester pendant des milliers d'années. Il a affirmé que le champignon était facilement détruit par des antibiotiques, mais un tragique accident de voiture l'a empêché de prouver son point de vue. Si les pyramides ont effectivement été construites par une certaine supercivilisation, il est possible que ce champignon ait été laissé comme protection contre les voleurs. Peut-être que les bâtisseurs des pyramides ne voulaient pas permettre aux terriens d'accéder à leurs secrets. Quel sombre mystère cache la Grande Pyramide? Certains chercheurs suggèrent que d'énormes plaques de granit au-dessus de la tombe royale pouvaient remplir des fonctions étranges. Fonctionnent-elles aujourd'hui? Peut-être que c'est la clé pour résoudre le mystère des pyramides. Il est connu que les bâtisseurs de la Grande Pyramide à Gizeh ont prévu qu'elle durerait éternellement. Les archéologues affirment qu'à l'origine, la pyramide était recouverte d'une couche protectrice de pierre, qui rendait les murs lisses et inclinés.
Cette couche a été enlevée et utilisée pour construire des maisons au Caire, mais la pyramide elle-même est restée intacte. Il existe des témoignages selon lesquels la Grande Pyramide, contrairement à d'autres constructions, ne s'enfonce pas dans le sol. Il est également connu qu'il existe une malédiction des pharaons, une certaine force qui tue tous ceux qui s'approchent trop près des anciens secrets. Il est évident que les bâtisseurs de la pyramide ne voulaient permettre aucune intrusion dans ses entrailles. Mais pourquoi? Peut-être avait-il l'intention de l'utiliser à nouveau un jour. Au début des années 50, les scientifiques ont commencé à explorer une vaste bibliothèque de tablettes d'argile, trouvées dans les ruines d'un entrepôt à Ninive. La science ne connaît pas d'enregistrement plus ancien. L'un des textes décrit quelque chose de semblable aux pyramides égyptiennes. Les tablettes sumériennes sont considérées comme étant 10 000 ans plus anciennes que les égyptiennes, qui, selon les croyances, ont construit les pyramides. Si l'on en croit la traduction, les pyramides se trouvaient dans le désert bien avant l'apparition des premiers pharaons. Si cela était vrai, la clé des anciennes pyramides pourrait se cacher dans ces tablettes. Le docteur Zacharias Sitchin, auteur du livre L'échelle vers le ciel, a étudié pendant de nombreuses années les mystères des textes sumériens. Sur la base de ces textes, on peut supposer que les pyramides de Gizeh servaient de phare pour les vaisseaux extraterrestres, leur indiquant le chemin vers le cosmodrome dans le désert du Sinaï. C'est une hypothèse plutôt exotique, mais comment les extraterrestres pouvaient-ils utiliser ces phares? Avec toutes de leurs dimensions, ils sont impossibles à distinguer depuis l'espace. Kenneth McCall, auteur du livre L'homme en tant que citoyen de l'univers, propose une théorie intéressante. Il pense qu'un certain faisceau énergétique émane du sommet de la pyramide, qui augmente en diamètre à mesure qu'il s'élève. Selon cette théorie, les pyramides, contrairement à de simples tas de pierres, émettent de l'énergie. Mais en quoi se distinguent-elles des dernières? Roger Oakland, écrivain et vulgarisateur scientifique, explique que les pyramides ont une structure cristalline et, par conséquent, sont sensibles à l'énergie ondulatoire et même aux micro-ondes cosmiques. Au-dessus de la chambre funéraire royale et de la grande pyramide de Gizeh se trouvent 5 plaques de granit que les Égyptiens appelaient pierres des esprits. Ces plaques pourraient en servir de gigantesques récepteurs, pointés vers une certaine région de l'univers. À l'intérieur de la pyramide, un faisceau d'énergie jaillit qui s'élargit en diamètre à mesure qu'il s'éloigne de la Terre. Ce phénomène a été observé pour la première fois par l'inventeur anglais Sir Simmons. Alors qu'il s'apprêtait à boire du vin dans une bouteille, il ressentit soudainement une légère décharge électrique. Cela surprit Simmons et il enveloppa la bouteille dans un journal humide, la transformant en un simple accumulateur connu sous le nom de bouteille de Leyde. Ainsi, la Grande Pyramide pourrait être un gigantesque accumulateur d'énergie, mais il est inconnu à quoi elle est destinée. La seule figure autorisée affirmant qu'un sable radioactif a été trouvé dans la pyramide reste le docteur Ebram Negavi. En 1987, il a assisté à une conférence archéologique dans le Tennessee, où son ami affirmait avoir entendu parler de sable radioactif au cœur de la Grande Pyramide. Cela suggère qu'il ne s'agissait pas d'une civilisation primitive, mais de quelqu'un de très avancé. Ainsi, les anciens textes sumériens pourraient décrire les véritables fonctions des pyramides comme des phares pour des errants cosmiques. Cela semble incroyable, mais c'est la première hypothèse qui explique toutes les étrangetés de la Grande Pyramide, son emplacement, sa construction et son design. Cependant, existe-t-il d'autres arguments en faveur de bâtisseurs extraterrestres des pyramides? Dans les textes sumériens, la Terre est mentionnée comme la septième planète, ce qui pourrait indiquer que les Sumériens considéraient les planètes non par rapport au Soleil, mais par rapport au bord extérieur de notre système solaire. Cependant, Neptune et Pluton n'ont été découverts qu'au XXe siècle, alors que ces textes ont été écrits il y a 10 000 ans. La question se pose, comment les Sumériens pouvaient-ils savoir que la Terre était réellement la septième planète? Selon l'avis du chercheur Zecharia Sitchin, seul celui qui a survolé Pluton, Uranus, Saturne, Jupiter et Mars pouvait désigner la Terre de cette manière. Cela soulève une question intéressante sur l'éventuelle influence des extraterrestres sur les civilisations anciennes, y compris l'attribution de la Grande Pyramide. Des recherches spatiales récentes ont montré que les pyramides à la surface de Mars ressemblent de manière frappante aux pyramides égyptiennes.
Cette découverte amène à réfléchir sur la possibilité que ce colosse ait été construit par des extraterrestres, avec un but qui leur était propre. L'humanité commence à explorer les limites du système solaire, mais il reste incertain que ces découvertes mèneront à la résolution du mystère des pyramides ou, au contraire, compliqueront encore davantage la tâche des scientifiques. Les principales lois mathématiques intégrées dans les constructions sur Mars répètent les structures, tirant en tête les structures de Gizeh, y compris la position du Sphinx. La latitude à laquelle Gizeh est située est directement liée à la latitude de la Sidonie martienne. Nous ne savons pas qui a construit ces structures, mais la réponse pourrait résider dans un visage humanoïde, large d'1,5 km et haut de 50 mètres. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait s'agir de notre propre visage ou de ce qu'il était autrefois. Peut-être que notre véritable patrie est Mars. Que représente donc cette construction à la surface de Mars? Cela pourrait être à la fois une formation naturelle et les ruines de structures artificielles abandonnées il y a des dizaines de milliers d'années. Pourquoi ne pas supposer que des voyageurs cosmiques ont laissé ces marques ou phares sur différentes planètes? Malgré cela, l'hypothèse selon laquelle les pyramides de Gizeh auraient été construites par des extraterrestres semble absurde à beaucoup. Peut-être que les anciens Égyptiens n'étaient pas aussi primitifs que nous avons tendance à le penser, et la théorie des bâtisseurs extraterrestres ignore leur contribution à l'édification de la Grande Pyramide. Auguste Tornquist, chercheur sur les pyramides de Gizeh, note que la Grande Pyramide est le plus grand monument de l'histoire de l'humanité. Cependant, il est étrange que nous n'ayons aucune inscription, aucune image, aucun plan décrivant sa construction. Les Égyptiens ont laissé de nombreux témoignages manuscrits et picturaux sur leur vie, y compris la naissance, l'agriculture, la construction, le tissage, les rituels et les sacrifices. Mais il n'y a pas un mot sur les pyramides de Gizeh. Richard Nau, expert en écologie, souligne qu'il n'y a aucun hiéroglyphe dans la Grande Pyramide. Il affirme qu'elle a été construite non par des Égyptiens, mais par un peuple connu sous le nom de Hyksos ou roi pasteur, qui sont venus en Égypte et ont utilisé leur technologie pour sa construction. Des experts de divers domaines semblent dire la même chose. Les preuves de visites extraterrestres sur Terre étaient-elles évidentes pour l'humanité depuis le début de son histoire? Les Égyptiens se taisent-ils sur la construction des pyramides parce qu'elles étaient déjà là lorsque la nouvelle culture a émergé dans la vallée du Nil? Et cela signifie-t-il que le mystère des pyramides ne sera jamais résolu par les terriens? Pendant ce temps, les mystérieuses pyramides silencieuses demeurent l'un des plus captivants mystères de l'histoire. En décembre 1965, les habitants de la ville de Kecksburg, en Pennsylvanie, furent témoins d'un phénomène étrange. Un appareil inhabituel traversa le ciel et se posa dans la forêt voisine. Une équipe de locaux se mit immédiatement à la recherche, mais bientôt la petite ville fut entourée par des militaires qui prirent le trophée et l'emportèrent dans une direction inconnue. Dans la petite ville de Kecksburg, en Pennsylvanie, l'esprit de controverse plane depuis déjà 30 ans. Certains habitants affirment qu'il ne s'est jamais rien passé d'inhabituel dans leur région, tandis que d'autres soutiennent que des objets volants non identifiés passent au-dessus d'eux chaque jour. L'histoire d'un étrange objet métallique qui a effectué un atterrissage forcé dans la forêt environnante a donné lieu à d'innombrables rumeurs et à un silence obstiné. Que cachent les habitants de Kecksburg? Un secret militaire ou un secret de l'univers? Pour comprendre cela, il est nécessaire de revenir en décembre 1965. Stan Gordon, ufologue, se souvient comment l'objet est apparu au-dessus des forêts de Kecksburg à 4h47 du soir. Il existe de nombreux témoins qui ont observé sa chute. Cependant, personne n'a entendu les bruits de l'accident. Tous ont remarqué qu'un nuage de fumée bleue s'élevait au-dessus de la forêt, ce qui a attiré l'attention des habitants locaux qui se sont précipités vers le lieu de l'incident. Au fond d'un ravin forestier, ils ont découvert un objet métallique, encore fumant de son passage rapide à travers l'atmosphère terrestre. James Romanski, l'un des premiers à arriver sur les lieux, décrit « J'ai vu un grand appareil, quelque chose comme un épi de maïs. Il avait un pare-choc assez enfoncé dans la partie inférieure du fuselage. Je ne peux pas décrire exactement sa couleur, bronze, cuivre, acier, difficile à déterminer. Selon les témoignages, des camions, des soldats et du matériel sont rapidement arrivés sur les lieux. Nous étions en état de guerre. Partout des jeeps, des camions, des soldats, continue Romanski. 2 hommes en manteaux identiques, avec des coupes de cheveux courtes, sont sortis de la forêt. L'un d'eux, après avoir jeté un coup d'œil autour,
a annoncé d'un ton officiel la fermeture de l'accès à cette zone et a ordonné à tout le monde de rentrer chez soi. Stan Gordon, qui a interrogé des témoins, a découvert que l'objet était resté dans le ravin seulement quelques heures avant d'être saisi par les militaires. Ils ont amené ici un tracteur avec 2 plateformes. À l'arrière, il y avait un élévateur avec un câble et un transporteur chargeur. Sur la plateforme se trouvait une housse en toile qui couvrait étroitement le pare-chocs, raconte Gordon. Tard dans la soirée, le tracteur avec la plateforme a quitté Kecksburg. Il a été plus tard révélé que le camion se dirigeait vers la base de l'armée de l'air de Lockford dans l'état de l'Ohio, puis vers Dayton, à la base Wright-Patterson. Il est probable que l'objet ait été surveillé et qu'une équipe spéciale ait été préparée pour l'opération. L'objet mystérieux a été emporté et personne à Kecksburg ne l'a revu. Cependant, le plus mystérieux s'est produit plus tard. Le présentateur de l'émission d'information John Murphy a jugé l'incident à Kecksburg suffisamment important pour une enquête journalistique et a interrogé des témoins. L'un d'eux a déclaré « J'ai vu cette chose tomber et brûler ». Lorsqu'on lui a demandé s'il avait vu la même chose, un autre témoin a confirmé « Oui, bien sûr, il avait une forme de cigare, tout en feu. En fait, il volait très droit, puis a atterri dans la forêt. Il y avait quelque chose d'écrit dessus, mais c'était illisible. Peut-être que c'était des hiéroglyphes, disons, japonais. Le témoin, ne croyant pas cela, a répondu « Non, ça ne ressemble pas du tout. » Êtes-vous sûr que c'était un vaisseau spatial? Absolument. Il était très, très lumineux, a-t-il assuré. Autour, il y avait beaucoup de soldats, et les gens ne savaient pas ce qui se passait, ce qui ajoutait à l'atmosphère de peur et d'incertitude. Les témoins de la chute de l'objet et de sa capture ont été très effrayés par la suite. John Murphy, l'un des témoins, partage ses impressions. Peu après l'incident, les personnes qui avaient volontiers partagé leurs observations ont soudainement commencé à refuser de mentionner leur nom. Que s'est-il passé au cours des quelques heures qui ont suivi les témoignages des témoins? Cette nuit-là, il y avait effectivement beaucoup de militaires. Et selon certains, ces personnes ont refusé de témoigner non pas de leur propre gré. Peut-être ont-elles simplement été contraintes de le faire ou même payées pour garder le silence. Kevin Randall, auteur du livre Histoire des crashs et du déni, affirme que les autorités officielles nient tout lien entre les ovnis et les extraterrestres, bien qu'elles sachent en réalité qu'ils existent. Il souligne, les militaires savaient qu'ils avaient affaire à un vaisseau spatial. C'est pourquoi ils se comportaient comme en temps de guerre. Cependant, la question se pose. Où sont les preuves que l'appareil n'a pas été lancé par les militaires eux-mêmes? Comment connaître la vérité sur ce qui s'est passé le 9e décembre 1965? Peut-être cherchons-nous quelque chose qui n'a en réalité jamais existé. Certains habitants de Kecksburg affirment qu'il n'y a pas de mystère militaire ici. Beaucoup rejettent la version du crash au-dessus de Kecksburg et estiment qu'il s'agissait d'une simple météorite. Selon Jim Romansky, la version de la météorite a été suggérée par les militaires eux-mêmes il y a 30 ans. Quelqu'un du coin a demandé ce que vous pensiez que c'était. Et les militaires ont lâché sans réfléchir météorite. En réponse, nous avons seulement ri, car nous savions que c'était un mensonge pur et simple, se souvient-il. Néanmoins, cette version est devenue officielle. Pourrons-nous maintenant, après 30 ans de désaccord parmi les témoins eux-mêmes, retrouver où se cachent les débuts et les fins de cette histoire? Comme il est inconnu dans quel musée se trouve la météorite emportée à la hâte, commençons notre enquête par l'élimination des témoignages manifestement faux. Les véritables ufologues essaient toujours de trouver une explication logique aux phénomènes mystérieux et aux récits fantastiques des témoins. Tout d'abord, écartons la version du canular. Ce soir-là, quelque chose s'est effectivement produit, mettant les troupes en alerte. Leurs actions ne peuvent être expliquées que par un événement d'importance nationale. Le vol d'une boule de feu brillante a été observé au Canada et dans plusieurs États américains, y compris le Michigan, l'Indiana, l'Ohio et la Pennsylvanie. Ainsi, Kecksburg n'est que la conclusion de cette histoire. Les témoignages des témoins se contredisent. Peut-on considérer cet objet comme fabriqué par l'homme, ou s'agit-il réellement d'une météorite? Un météorite est un fragment de roche spatiale qui vole à une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres par heure et s'enflamme par friction dans l'atmosphère de la Terre. En général, il se déplace en ligne droite, tandis que l'objet observé a changé de trajectoire plusieurs fois. Les personnes qui l'ont observé avant sa chute notent qu'il volait lentement, comme s'il planifiait son parcours.
Quoi qu'il en soit, le souvenir de l'objet n'a pas été dicté par son prétendu vol supersonique. Un atterrissage automatique, un fuselage métallique sans joint ni soudure, des lettres mystérieuses sur le panneau, une alerte générale. Tous ces éléments sont des faits réels, si semblables aux inventions des écrivains de science-fiction sur des invasions d'autres mondes. À Kecksburg, plusieurs témoins affirment que des militaires sont apparus là-bas littéralement quelques heures après la chute de ce prétendu météorite. Les troupes se sont progressivement regroupées depuis divers lieux de déploiement, créant une atmosphère de tension. La capture organisée du météorite est devenue quelque chose de complètement nouveau pour l'armée américaine, et cela ressemblait presque à une blague. Selon James Romanowski, les troupes ont également occupé plusieurs bâtiments. Des jeeps, des bus et des camions étaient égarés près de la caserne des pompiers, et des personnes en uniforme se trouvaient autour. Un des témoins présents sur les lieux a même pensé qu'une guerre avait commencé. À l'entrée, deux gardes armés se tenaient, et lorsque l'un d'eux a demandé à entrer pour des besoins naturels, les gardes n'ont que grogné en réponse que ce n'était pas permis. La situation ressemblait à un état de siège, comme dans un film. Il existe de nombreux documents confirmant l'implication des États-Unis dans la capture d'objets spatiaux sur leur territoire. Dans ce contexte, deux scénarios se distinguent, nécessitant la création de groupes spéciaux de capture. Le premier, lorsqu'un vaisseau spatial d'un autre pays atterrit sur le territoire national, et le second, lorsque l'objet devient un vaisseau extraterrestre. Stan Gordon, chercheur sur les incidents de Kecksburg, a pris connaissance des rapports du service radar de la 662e escadrille. Ces enregistrements confirment l'existence de groupes d'intervention spécialement formés, chargés de capturer des aéronefs inconnus. Selon les documents des archives de la 662e escadrille, au moins plusieurs personnes de son personnel ont participé à l'opération menée cette nuit-là à Kecksburg. Cependant, aucune trace de la nature des actions n'a été conservée dans les archives, ce qui indique le caractère secret de l'opération. La question reste ouverte. Pourquoi les informations à ce sujet sont-elles toujours conservées dans des dossiers secrets? Il est étrange que la découverte à Kecksburg n'ait pas perdu de son actualité avec le temps. Quelque chose a été trouvé et emporté quelque part, c'est un fait. Tout le reste n'est pour l'instant que des conjectures. Après les informations concernant le satellite russe qui a soudainement commencé à descendre, l'affaire a pris un nouveau tournant. Peut-être que le mystère de Kecksburg n'est qu'une expérience malheureuse de la cosmonaute soviétique, ou bien s'agit-il vraiment de l'arrivée d'extraterrestres? Laquelle de ces hypothèses pourrait expliquer le mystère de l'objet non identifié tombé à Kecksburg? Richard, expert en problèmes écologiques, a noté qu'en 1965, l'URSS et les États-Unis avaient des chances égales de mettre en orbite des armes nucléaires, et chaque partie était intéressée par les secrets de l'autre. Lors du lancement des étages de fusées spatiales usagées, ils brûlent généralement dans l'atmosphère, bien que dans certains cas, la combustion complète ne se produise pas. Cette pratique n'a pas changé à ce jour, et parfois de grands modules tombent entièrement sur Terre. Il existe un traité selon lequel les pays sont tenus de retourner les satellites tombés qui les ont lancés. Les Américains cherchaient avec un grand enthousiasme le satellite soviétique Cosmos 96, qui à l'époque représentait une technologie de pointe. Une attention particulière était accordée aux modules des ISIA. Des ALSAS, des fusées spatiales et des bazars, des armoires. Pourquoi, maintenant que la guerre froide a été remplacée par des relations plus amicales, ne pas se débarrasser des secrets militaires de ces années-là? La découverte à Kecksburg aurait-elle pu être un débris d'une fusée soviétique ou même une ogive détachée? Tout d'abord, les fusées porteuses ne sont pas équipées d'un système d'atterrissage doux, comme celui observé à Kecksburg. Deuxièmement, si cela s'était produit, il ne resterait pas de fenêtres intactes dans les environs. Cosmos 96 a été lancé le 23 novembre 1965 et son accélérateur s'est détaché au-dessus du Canada quelques heures avant les événements de Kecksburg. En effet, ces deux événements ont beaucoup en commun, mais seulement en ce sens qu'ils se sont produits presque simultanément. Ainsi, au lieu de Vénus, le satellite soviétique a atterri à Kecksburg, et l'origine de l'inscription qui y figurait est tout à fait terrestre. Il était couvert de cercles, d'étoiles et de divers gribouillis. Peut-être s'agissait-il de hiéroglyphes, disons japonais. Cependant, comme l'a noté l'un des chercheurs,
Ils n'avaient jamais vu de tels hiéroglyphes. Le marquage des satellites soviétiques de cette époque a suscité l'incompréhension chez ceux qui n'étaient pas familiers avec la langue russe ou le cyrillique. Étant donné que l'objet brûlé dans l'atmosphère n'était pas du tout nouveau, les marques qui y figuraient pouvaient être déformées. L'un des chercheurs, dont les racines remontent à Kiev, se souvient qu'un jour il a demandé à son père d'écrire quelque chose dans ses langues maternelles, l'ukrainien et le russe. Il assure que l'écriture polonaise et russe n'a rien en commun avec ce qu'il a vu de ses propres yeux. Néanmoins, la plupart des gens se sont calmés, croyant que le vaisseau spatial Cosmos 96 et l'objet tombé à Kecksburg, c'est la même chose. Cependant, Stan Gordon, chercheur, était clairement mécontent de cette conclusion. Il souligne que le satellite devrait avoir des soudures et des instruments, et les photographies de l'objet qu'il a vu montrent que ce n'est certainement pas Cosmos 96. Avec 30 ans d'expérience en tant que machiniste, il ajoute: J'ai retravaillé une tonne de ferraille, je sais de quoi je parle. Il est difficile de ne pas être d'accord avec son observation, et il admet que cela pourrait être un vaisseau extraterrestre. L'objet, tombé en décembre 1965 dans les forêts de Kecksburg en Pennsylvanie, est devenu le sujet de nombreux débats. Les chercheurs se demandent si nous pourrons finalement nous convaincre que c'était un satellite russe non contrôlé Cosmos 96. Sachant que Cosmos 96 est tombé sur Terre le même jour, beaucoup ne s'imaginent pas ce qu'il représentait. L'appareil trouvé à Kecksburg était significativement plus grand que le satellite Cosmos Vénus. Il n'avait ni rivet, ni boulon, ni soudure, et il manquait également les antennes sensorielles externes qui distinguent la plupart des satellites soviétiques. Selon les services de renseignement américains, Cosmos 96 est entré dans l'atmosphère terrestre à 3h18 du matin au-dessus du Canada. Ne voyant pas l'objet lui-même, il est impossible de tirer une conclusion définitive sur son origine. Il est possible qu'il soit encore conservé dans un hangar d'une base secrète, mais cela reste également une question. L'ambassade de Russie ne dispose pas d'informations sur la chute d'un satellite soviétique sur le territoire de la Pennsylvanie, et selon les services gouvernementaux américains, rien de tel n'aurait pu se produire avec leur technologie orbitale. Dans le projet de l'US Air Force Livre bleu, consacré au problème des ovnis, la version officielle parle d'une météorite. Robert Blaiston, témoin des événements, partage son opinion. Tous ces rapports peuvent être immédiatement écartés comme une farce et un accident aérien, puis examiner de plus près les versions restantes. Pour moi, c'est un ovni. Il ajoute également que la version la plus plausible reste celle du satellite artificiel, bien qu'il n'ait toujours rien vu de semblable. Lorsqu'on lui demande s'il pense que ce sont des extraterrestres, il répond avec assurance: C'est exact. Quiconque, sauf des terriens. Les conséquences se poursuivent. Et jusqu'à l'apparition de nouvelles informations sur l'objet de Kecksburg, il ne reste qu'à deviner quelle version deviendra historique. Il est possible que ce fût réellement un vaisseau extraterrestre. En effet, quelque chose est tombé ce jour-là du ciel sur les forêts de Kecksburg, et cette chose a rapidement été cachée par les militaires. Tant que la vérité sur Kecksburg demeure inconnue, le 9 décembre 1965 sera l'une des pages mystérieuses des journaux sur les ovnis. Peut-on croire les récits des témoins oculaires des ovnis? Ou essayait-on simplement de nous mener en bateau? Beaucoup des histoires connues sur les ovnis peuvent s'avérer être de simples canulars. Aujourd'hui, dans l'émission Journaux des ovnis, nous cherchons à répondre à la question principale de l'ufologie. Les ovnis sont-ils réels ou fictifs? Malgré les nombreux avertissements selon lesquels ce n'est qu'un spectacle, des milliers de personnes ont cru à la réalité des événements, et une panique a envahi tout le pays. Orson Welles et son théâtre de la radio Mercury ont prouvé que l'histoire d'extraterrestres d'autres planètes peut être prise au sérieux, même s'il n'y a pas un gramme de vérité. Pour leurs objectifs pratiques, ils ont inventé un canular qui est devenu emblématique. Le spécialiste Peoples, auteur du livre Gardien des cieux, note que, au cours des 50 dernières années, des centaines de personnes ont fait diverses déclarations sur les ovnis, qui, lors d'enquêtes ultérieures, se sont révélées être des faux. Parmi eux se trouvaient à la fois des photographies d'objets non identifiés et des livres sur la manière de discerner un analogue sur Vénus à l'aide de rubis. Parfois, les narrateurs fournissaient des preuves matérielles, mais celles-ci, au fur et à mesure de l'examen, s'avéraient également fausses. Gavin Randall, auteur du livre Histoire des crashs d'OVNI, souligne qu'à cause de ces farceurs, l'autorité des véritables ufologues est diminuée.
Pendant que les chercheurs tentent d'établir l'origine véritable du phénomène OVNI, les imposteurs et les fous sèment la confusion dans l'esprit des gens, surtout quand ceux-ci prennent leur délire pour argent comptant. Comment parvient-on à démasquer un imposteur? Sur quoi se basent les ufologues pour déterminer la véracité des informations sur les ovnis? Tout d'abord, il convient d'établir ce qui motive tel ou tel témoignage. L'historien Curtis Peebles raconte comment l'une des mystifications a été révélée. En 1950, un homme nommé Frank Scully a écrit un livre intitulé Derrière les soucoupes volantes, dans lequel il affirmait que le gouvernement américain avait récupéré une soucoupe volante tombée près de la ville d'Aztec, au Nouveau-Mexique. Scully aurait prétendu avoir appris cette histoire d'un magnat du pétrole, Siles Newton. Newton a proposé à Scully une histoire intéressante, affirmant qu'il avait des preuves irréfutables de la véracité de son récit. Il a décrit les propriétés étonnantes du disque qui avait été testé par l'un des plus grands scientifiques du pays, concluant qu'il ne s'agissait pas d'un faux. Scully, intéressé, a accepté d'écrire un récit, si cela était vrai. Cependant, il s'est rapidement avéré que l'objet était en réalité de l'aluminium ordinaire, celui dont sont fabriqués les poêles et les casseroles. La supercherie a été révélée par un journaliste célèbre nommé J.P. Kahn, qui a découvert que l'histoire de la soucoupe volante avait été inventée pour tromper les investisseurs d'un champ pétrolier. Kahn a raconté comment ils sont allés voir les agriculteurs et leur ont dit qu'ils avaient un extraterrestre, puis ont vendu des actions à 50 $ chacune et ont disparu. Par la suite, ils ont été accusés de fraude. Cette histoire et son dévoilement illustrent la lutte constante des ufologues contre toutes sortes de mystifications. Mais à quelle preuve peut-on faire confiance? Avec tant de témoins, la vérité semble introuvable. Il n'y a que des récits individuels de ce que les gens prétendent avoir vu. Cela signifie-t-il qu'il est en réalité impossible de prouver l'existence d'extraterrestres, même à notre époque d'exploration active des espaces cosmiques? Éprouvant une confiance totale envers les astronautes, pouvons-nous considérer leur ce rapport d'observation d'objets non identifiés comme une preuve irréfutable? À l'époque des premiers vols, les astronautes parlaient souvent d'observation d'ovnis. Cependant, aujourd'hui, les ufologues ont tendance à douter de la véracité de ces informations. Dans certains cas, les témoignages des astronautes se sont révélés être de simples erreurs absurdes. Un exemple frappant est le rapport de Jim McDivitt, membre de l'équipage du vaisseau Gemini 4. Selon lui, un énorme objet de forme sphérique dont une main dépassée avait nagé à proximité du vaisseau. Il a ensuite été prouvé que cet objet était le lanceur GME-4, qui était entré sur la même orbite. C'était une erreur amusante, mais pas plus. Pas un vaisseau extraterrestre. Les histoires sur les objets volants non identifiés peuvent provenir d'une imagination débordante, ou, dans le pire des cas, d'une illusion d'optique. Mais quelles preuves peut-on considérer comme irréfutables? Seulement ce que l'on peut voir de ses propres yeux, ou ce qui a été enregistré par des dizaines de témoins et se répète nuit après nuit. Cependant, même cette preuve peut être manipulée. Dans une petite ville appelée Gulf Breeze en Floride, célèbre pour ses rapports sur les ovnis, les avions ne sont pas rares, compte tenu de la proximité de deux bases de l'Air Force. Néanmoins, l'œil humain n'est pas encore habitué à de tels aéronefs. Vicky Cooper-Aker, rédactrice en chef du magazine Neo, mentionne un incident où Wayne Walters, travaillant dans cette région, a remarqué une lumière dans les fenêtres. Lorsqu'il est sorti, il a vu un objet volant non identifié. Heureusement, il avait un appareil photo et il a pris des clichés nets d'objets en forme de lanterne. Au cours des semaines suivantes, il a réussi à créer toute une galerie de photographies d'ovnis qui, selon les ufologues, semblent assez convaincantes, si ce n'est extrêmement convaincantes. Cependant, son récit n'a pas plu à tout le monde. Bat Hopkins, chercheur sur le phénomène des enlèvements, décrit la situation où Ed a été soulevé à bord d'un vaisseau puis ramené sur Terre. Peu de choses sont connues sur ce qui lui est arrivé à bord. Selon ses dires, il a à plusieurs reprises établi un contact télépathique avec des extraterrestres. Les enregistrements vidéo réalisés par Ed lui-même contiennent des fragments de ses récits sur les enlèvements, dont certains il se souvient, tandis que d'autres ont été récupérés sous hypnose et étaient accompagnés de douleurs émotionnelles. Le récit est vraiment impressionnant, mais qu'en est-il des faits concrets? La meilleure preuve pourrait être les photographies de Walters, mais ici aussi des doutes sont apparus. Certains habitants de Gulf Breeze ont confirmé son récit, rapportant avoir observé un objet similaire. Mais malheureusement,
aucun d'eux n'a pu fournir des photographies aussi nettes. Le docteur Bruce Maccabee, physicien reconnu ayant travaillé pour le gouvernement, a examiné les films et les photographies, ainsi que la situation dans son ensemble, et a confirmé l'authenticité des clichés. C'est une expertise très autorisée. Ainsi, les observations à Gulf Breeze pourraient constituer le fait le plus crédible d'un contact entre les terriens et des extraterrestres. Cependant, n'y a-t-il pas ici une question de falsification? Les opinions des ufologues sont partagées. Certains croient au récit d'Ed Walters, tandis que d'autres sont enclins à douter. Jerry Black, ufologue, souligne de nombreuses incohérences dans l'histoire d'Edor. Monsieur William Heiser, analyste photo indépendant, invité à analyser les photographies, a établi qu'une des photos, numéro 19, est sans aucun doute une superposition d'images. Elle montre un ovni planant au-dessus de l'autoroute, tandis qu'un camion, dont Ed est au volant, est égaré sur le bas-côté. L'objet serait en train de planer au-dessus de la route, l'éclairant de rayons provenant de la partie inférieure de son fuselage. Cependant, l'ovni ne se reflète pas sur le capot du camion. Cela soulève des doutes, car la lueur aurait nécessairement dû se refléter sur le capot. Danny, le fils de Walters, a un ami nommé Tom, qui a récemment déclaré avoir aidé Ed à traiter les photographies. Après cela, Walters a commencé à nier de nombreux faits précédemment déclarés, ce qui a alarmé beaucoup des chercheurs antérieurs. À mon avis, il y a beaucoup de choses à revoir ici. Dans la maison qui appartenait auparavant à Ed Walters, un modèle de vaisseau spatial en papier a été découvert. Il traînait dans le grenier et portait le nom d'Ed Walters. C'était un modèle en papier, probablement l'un des prototypes avec lesquels il avait commencé. Il y avait probablement plusieurs modèles, et celui-ci était l'un des premiers. Du moins, sur les photographies fournies par Ed Walters pour le grand public, il n'était pas présent. Beaucoup supposent que Walters a laissé le modèle dans le grenier lorsque des experts sont arrivés chez lui. Il ne l'a pas détruit et ne l'a pas rangé dans un placard, peut-être par crainte que les chercheurs ne jettent un œil dans sa chambre à la recherche d'indices. Au lieu de cela, il a décidé de le laisser prendre la poussière dans le grenier, espérant que personne ne le trouverait. Certains commentateurs notent que Walters a fait preuve d'ingéniosité en falsifiant toutes les photographies et en déménageant ensuite, emportant tous ses jouets sauf une preuve. Cependant, cela semble illogique. Les débats autour des ovnis à Galveston ne se sont pas apaisés au fil des ans, et la question de savoir si les chercheurs sont proches de la vérité reste ouverte. Vérité ou fiction? Cette histoire n'est toujours pas confirmée par autre chose que les témoignages des habitants. Certains aspects du récit de Walters ont été jugés étranges et inexplicables par les ufologues qui se sont penchés sur la question. Walters a affirmé que ses photographies avaient passé 4 tests de polygraphe, bien qu'en réalité, seuls 2 d'entre eux aient été des tests de polygraphe, et tous les tests aient été payés par lui-même. Des experts en polygraphie soutiennent que les résultats de ces tests ne peuvent pas être considérés comme valides. Il existe un certain nombre d'arguments en faveur de Walters. Le modèle semblait avoir été collé à partir de photocopies qui traînaient autour de sa maison. Beaucoup de gens font des photocopies de documents lorsqu'ils déménagent, et quelqu'un aurait pu les rassembler et coller le modèle. Il est étrange que Walters ait disposé de ces documents de cette manière. Les opposants à Walters ont établi qu'il s'agissait de dessins qui lui appartenaient et que le paquet de dessins avait été esquissé quelques années après que les photographies aient été prises. Ainsi, il n'y a aucun lien entre le modèle et l'image de l'OVNI. Néanmoins, la question se pose. Pourquoi Ed Walters aurait-il eu besoin d'une telle farce laborieuse? Lorsqu'il a vu que les chercheurs vérifiaient ces clichés, il a probablement décidé de prendre un grand risque. L'histoire a pris une ampleur nationale, et à ce moment-là, il a compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière, ce qui l'a effrayé. En même temps, certains pensent qu'il voulait simplement s'amuser. Les controverses autour de Gulf Breeze se poursuivent, soulevant à nouveau la question des preuves de l'existence des ovnis, qui pourraient convaincre même les plus ardents sceptiques. Certains affirment avoir vu non seulement des ovnis, mais aussi des extraterrestres à l'intérieur du vaisseau, et qu'ils ont des preuves de ces récits. Depuis la fin des années 70, de plus en plus de personnes déclarent avoir été enlevées de force dans une soucoupe volante, où des expériences terrifiantes étaient menées. Malgré des centaines de témoignages, il y a peu de preuves fiables d'enlèvement d'êtres humains par des extraterrestres. Les chercheurs tentent de découvrir la vérité sur ces enlèvements. Il est peu probable qu'il existe des aspects plus effrayants du phénomène OVNI que les rapports d'enlèvement.
Selon les témoignages de nombreuses victimes, ils ont été enlevés par des extraterrestres, souvent directement de chez eux, puis transportés à bord d'un vaisseau où des expériences médicales étaient effectuées sur eux. Dans quelle mesure ces histoires correspondent-elles à des événements réels? Souvent, ceux qui se souviennent d'avoir été enlevés de leur voiture ou de leur chambre ont effectivement disparu et été même recherchés. Il existe de nombreux exemples où la police a été appelée, où un long interrogatoire a eu lieu, puis la personne réapparaissait soudainement à l'endroit d'où elle avait disparu. Le docteur David Jacobs, chercheur sur le phénomène des enlèvements, note que beaucoup reviennent avec des marques inhabituelles sur le corps, des cicatrices et des contusions. Certaines cicatrices provoquent l'horreur, atteignant 6, 8, 12 et parfois même 16 centimètres de long. La question se pose, ces cicatrices apparues de manière inexplicable, et ces cas de temps perdus ne sont-ils pas des preuves réelles d'enlèvement d'êtres humains par des extraterrestres d'autres planètes? En ce qui concerne les canulars, ils sont extrêmement rares dans les cas d'enlèvement. La question de la perception des ovnis reste complexe et multidimensionnelle. Thomas Ballard du Centre d'études des problèmes ovnis souligne que beaucoup de gens ont du mal à prendre les ovnis au sérieux et encore plus à partager leurs observations. L'opinion publique se moque souvent de ceux qui affirment avoir vu des ovnis, les qualifiant de fous ou d'alcooliques. Cette stigmatisation existe depuis plus d'un siècle. Les personnes qui affirment avoir été enlevées savent qu'il leur est arrivé quelque chose d'étrange et même de terrifiant, mais leur souvenir des événements reste flou. Dans certains cas, elles peuvent consciemment restaurer les détails de l'incident, et alors les chercheurs recourent à la méthode de l'hypnose. Ce processus peut aider à déverrouiller des blocs de mémoire où sont stockés des souvenirs personnels. Sous hypnose, une personne peut raconter une histoire détaillée d'enlèvement, y compris des expériences médicales menées par des êtres étranges. Cependant, la question se pose. L'hypnose confirme-t-elle la réalité des enlèvements par des extraterrestres ou ces résultats peuvent-ils être interprétés autrement? L'hypnose a presque une réputation mystique et ses méthodes sont encore contestées dans les cercles scientifiques. À la fin des années 1970, le professeur de langue anglaise Arvan Lawson et ses élèves ont mené une expérience avec des participants non liés aux enlèvements d'OVNI. Sous hypnose, ils devaient raconter l'histoire de leur enlèvement. Les textes obtenus coïncidaient dans certains aspects avec les histoires d'enlèvement connues à l'époque, ce qui a conduit Lawson à conclure qu'une personne ordinaire pouvait raconter un enlèvement sans l'avoir réellement vécu. Cela soulève la question de l'existence d'une représentation collective des enlèvements par des extraterrestres. Lawson affirme que n'importe qui peut raconter une histoire convaincante sous hypnose, et l'authenticité de l'information reste en question. Cette expérience remet en cause la véracité des témoignages des soi-disant enlevés et peut être interprétée comme un jeu d'imagination malade, en lien avec les représentations collectives sur les ovnis. L'hypnose ne peut pas servir de mesure absolue de vérité, car les souvenirs sous hypnose peuvent être un mélange de réalité et d'imagination. Néanmoins, de nombreux ufologues attachent une grande importance aux témoignages d'enlèvement, même s'ils ont été obtenus sous hypnose. Si l'on parvient à expliquer pourquoi les gens racontent ces histoires sans hypnose, cela pourrait amener même les plus fervents sceptiques à réfléchir. L'hypnose est utilisée parce qu'elle fonctionne réellement. Certains chercheurs d'OVNI imposent des exigences élevées en matière de véracité de l'information, mais la question demeure. Combien de témoignages survivent à une telle sélection rigoureuse? Quand obtiendrons-nous enfin une preuve irréfutable de l'existence d'extraterrestres? Asko. Si des êtres intelligents d'autres planètes visitent réellement la Terre, il est logique de supposer qu'ils nous surpassent en intelligence et en technologie. Cela peut également signifier qu'ils nous étudient et interagissent entièrement avec nous tout en restant invisibles. La question reste ouverte. Pourrons-nous un jour prouver ou réfuter la présence d'êtres non terrestres sur Terre? Les preuves d'enlèvement sont-elles suffisantes pour confirmer leur existence ou faut-il quelque chose de plus convaincant? Peut-être qu'il faudrait qu'un ovni atterrisse sur la pelouse de la Maison Blanche. Il est incompréhensible sur quelle base se construisent dans des déclarations généralement acceptées telles que s'ils existent, montrez-les-nous. Tous les éléments pour créer une image globale sont déjà rassemblés. Il existe des échantillons de matériaux à partir duquel, selon toute vraisemblance, la soucoupe volante a été fabriquée. Les lieux d'atterrissage des ovnis et toute forme de contact des engins extraterrestres avec l'environnement sont en cours d'étude.
Il reste encore beaucoup d'inexplorés dans ce domaine. De plus, il existe des photographies traitées à l'aide de technologies informatiques et d'autres méthodes d'agrandissement. Ces images ne sont pas des faux. Le problème est ce qu'il n'a pas été possible de trouver le fil sur lequel est suspendu l'objet non identifié. Il existe des enregistrements vidéo, des films et des témoignages oraux de personnes dignes de confiance, ainsi qu'un grand nombre de rapports. George Shinn, journaliste, souligne qu'ils acceptent toute critique de ceux qui nient leurs recherches. Il précise qu'il ne s'agit pas de sceptiques, mais qu'il est impossible d'obtenir un véritable démenti du phénomène ovni. La raison, selon lui, est simple. Les gens ont observé des ovnis sur tous les continents et dans toutes les cultures pendant des centaines de milliers d'années. Des millions de témoins le confirment. Si cela se passait devant un tribunal, ces témoignages seraient suffisants pour établir la vérité. Cependant, lorsqu'il s'agit d'ovnis, il est curieusement présumé à l'avance que c'est un mensonge. Schnee estime que 90% de toutes les observations d'ovnis sont des interprétations erronées de phénomènes explicables. En même temps, 9 témoignages authentiques sur 10 restent inconnus. Néanmoins, même les données disponibles semblent impressionnantes. Les rapports continuent d'affluer. La question de savoir si l'homme est seul dans l'univers est débattue depuis des siècles. La réponse pourrait apparaître là où on ne l'attendait pas. Mais d'ici là, il restera une autre question non résolue dans le monde. Les ovnis. Est-ce qu'ils restent vrais ou fictifs? Et les regards des gens resteront rivés vers le ciel en attendant de nouvelles entrées dans les journaux des ovnis.